Allez, on continue. Donc, les fausses dyspnées. Donc, tout simplement, on a dit fausse parce que tout simplement, le patient va présenter des dyspnées sans gêne respiratoire. Donc, on aura trois types, ou bien trois aspects. Donc, la respiration de Kussmaul, la respiration périodique de Cheyne-Stokes et la respiration du syndrome de Pickwick ou bien le syndrome d'apnée de sommeil. Allez, on commence par les définitions. Pour la respiration du Kussmaul, c'est une hyperventilation. Donc, on aura une respiration lente, régulière et profonde, égale aux deux types, bien sûr, l'inspiration et l'expiration, séparées par une pause. Voilà. Bien sûr, comme on voit au niveau de l'image, donc la respiration de Kussmaul, elle est caractérisée par une hyperventilation. Donc euh, la respiration elle est dite lente, régulière et profonde. Bien sûr, on aura une égalité des deux temps expiratoire et inspiratoire. Donc on dit c'est une respiration en créneau. Donc le, le schéma montre un créneau tout simplement. Donc les causes sont des acidoses métaboliques diabétiques ou bien rénales. Allez, on continue par la respiration périodique de Cheyne-Stokes. Donc, tout simplement, elle témoigne d'un désordre nerveux du système nerveux, donc un désordre nerveux central. Donc, comme définition, c'est une irrégularité du rythme. Donc, le rythme, il est irrégulier. Donc, on dit les cycles respiratoires d'amplitude croissante, bruyante, puis d'amplitude décroissante. Donc, on aura une croissance des amplitudes respiratoires, puis des amplitudes décroissantes. Bien sûr, elle est caractérisée, bien sûr, par un pause complet. Donc, tout simplement, c'est une apnée. Bien sûr, donc on aura des alternances hypo et hypercapnées. Bien sûr, elle va provoquer une hyper. Bien sûr, les hypo et les hypercapnées sont provoquées par les hypo et les hyperventilations. Donc voilà, comme on voit au niveau de l'image, la respiration de Cheyne-Stokes, donc elle témoigne d'un désordre du système nerveux. Donc c'est une irrégularité du rythme respiratoire. Bien sûr, les cycles sont d'amplitude croissante, bruyante et décroissante, puis des amplitudes décroissantes. Bien sûr, on aura un pause complet entre les périodes. Donc, on aura une apnée entre les périodes. Et bien sûr, euh, on dit qu'il y a une alternance euh, hypercapnie, hypocapnie, tout simplement provoquée par l'hyperventilation, l'hypoventilation. Allez, on parle maintenant de la respiration du syndrome de Pickwick. La même chose, c'est une irrégularité du rythme respiratoire. Bien sûr, elle se voit chez certains obèses. Bien sûr, elle est accompagnée par une somnolence dure. Donc, le terme somnolence veut dire une fatigue, donc le patient est fatigué. Donc, je ne sais pas ce que ça dit, la fatigabilité du patient. Et encore, bien sûr, on aura des successions d'une inspiration lente et profonde, puis des mouvements respiration courts et rapides, et bien sûr, une apnée expiratoire complète. Donc voilà comme on voit dans l'image. Donc tout simplement, une irrégularité du rythme respiratoire, c'est la première des choses. Et bien sûr, elle se voit chez certains obèses. Et bien sûr, elle est accompagnée d'un somnolence diurne. Donc le patient, il est fatigué ou bien au cours de la journée. Et s'observe bien sûr euh, la nuit encore. On aura des successions, une inspiration qui est profonde. Donc l'inspiration, elle est lente et profonde. Puis des mouvements respiratoires qui sont courtes. Puis on aura une expiration qui est une apnée expiratoire complète. Avant de passer au deuxième signe, les douleurs thoraciques, je vais vous récapituler. Allez, les fausses dyspnées. Donc, on aura les fausses dyspnées, on a dit que le patient ne présente pas de gêne respiratoire. Elle comporte trois aspects. Le premier aspect, c'est la respiration de Kussmaul, donc c'est une hyperventilation. Donc, on aura une respiration lente,
bien sûr régulière, profonde pour les deux temps, inspiration et expiration. Bien sûr, c'est une respiration en créneau. Les causes, c'est une acidose métabolique diabétique ou bien rénale. Le deuxième type, c'est tout simplement la respiration périodique de Cheyne-Stokes, donc témoin d'un désordre nerveux, donc le désordre au niveau du système nerveux central. Donc c'est une irrégularité du rythme respiratoire. Donc on aura des cycles respiratoires d'amplitude croissante et bruyante, puis des amplitudes, puis des cycles respiratoires d'amplitude décroissante. Bien sûr, on aura bien sûr, elle est accompagnée par un post complet, c'est l'apnée. Bien sûr, on aura une altérance hypo puis hypercapnée, c'est tout simplement provoqué par hypo puis hyperventilation. Pour la respiration, le syndrome de Pickwick ou bien le syndrome d'apnée de sommeil, c'est tout simplement on aura une irrégularité du rythme respiratoire. Donc l'inspiration, elle est bien sûr, elle se voit chez certains obèses. Donc elle est accompagnée d'un somnolence diurne, elle s'observe au cours de la nuit. Donc on aura une succession d'une inspiration profonde, lente et des mouvements respiratoires qui sont courts et rapides, puis on aura une apnée expiratoire qui est dite complète. Allez, on continue, les douleurs thoraciques. Bien sûr, on aura plusieurs diagnostics lorsque le patient vous dit que je souffre d'une douleur au niveau du thorax. Donc, il faut suspecter les douleurs de type pulmonaire, ou bien pleural, ou bien pariétal, ou bien cardiaque, ou bien digestif, et les causes psychogènes. On doit les suspecter au dernier cause. Donc, lorsque le patient ne présente pas des douleurs pulmonaires, pleurales, pariétales, cardiaques, digestives, donc on dit que c'est une cause psychogène. Allez, on commence. Donc, soit on aura une affection de la plèvre ou bien le parenchyme pulmonaire, bien sûr, donc juxtacortical. Bien sûr, les douleurs thoraciques sont dues soit à une affection de la plèvre ou bien le parenchyme pulmonaire, parce que tout simplement les autres structures sont dépourvues de sensibilité douloureuse. Les autres structures veut dire tout simplement les autres structures de l'appareil respiratoire. Voilà. Donc on aura soit la plèvre, soit le parenchyme qui est atteint. Bien sûr, le diagnostic différentiel, c'est la douleur d'origine pariétale biocardiaque. On a parlé déjà de ça. Allez, on va pas commencer par la douleur d'origine d'appareil respiratoire. Donc, ils sont des, ils sont des douleurs de type profond. Donc, le patient vous dit vous dit que je souffre d'une douleur qui est profonde. Bien sûr, ils ont des caractères communs. Elle est exacerbée, elle est augmentée par la toux, l'inspiration profonde, le changement de position. Donc, le patient vous dit que lorsque je tousse, bien j'inspire profondément, bien je change de position, j'ai cette douleur qui est profonde, elle va s'exacerber, exacerber. Et c'est une douleur unilatérale à type de pointe côté. Donc, le patient vous dit que tout simplement, je souffre de cette douleur, elle est unilatérale, donc pointe côté. Bien sûr, la douleur d'origine pariétale, elle touche la plèvre, d'origine parenchymateuse, elle touche le poumon, et l'embolie pulmonaire qui a un caractère spécial. On commence par les douleurs d'origine pleurale, donc la plèvre, elle est atteinte. Donc, le siège, c'est tout simplement au niveau de la base du thorax. Donc, on a dit pour la douleur d'origine pleurale, donc elle siège au niveau de la base du thorax. On aura euh, un épanchement pleural aérien, c'est le pneumothorax. L'épanchement pleural liquidien, c'est tout simplement soit de type inflammatoire, donc la présence d'un exudat, soit de c'est liquide purulent, c'est la pleurésie purulente, ou bien un épanchement sanglant, c'est l'hémothorax, donc la présence du sang au niveau de la plèvre. On commence par le pneumothorax comme définition. C'est une éruption brutale de l'air dans l'espace pleural normalement virtuel. Voilà, donc on sait que la plèvre, entre la plèvre et le poumon, l'espace est dit virtuel. Donc on dit
que la définition du pneumothorax, c'est tout simplement l'éruption, c'est l'entrée brutale de l'air dans l'espace pleural normalement virtuel après la rupture de la plèvre viscérale avec collapsus pulmonaire. Donc, le collapsus pulmonaire, collapsus veut dire tout simplement un gène à respirer, bien sûr, il est accompagné d'une chute de la tension artérielle. Donc, on dit que c'est un accident aigu. Bien sûr, la douleur est déchirante, elle provoque des angoisses et même des dyspnées. Donc, on aura parfois la perte de la conscience. Donc, après quelques périodes, la douleur devient supportable et permanente. Voilà, c'est tout simplement le pneumothorax. Donc, je répète, pneumothorax, éruption brutale de l'air dans l'espace pleural normalement virtuel après la rupture de la plèvre viscérale avec collapsus pulmonaire. Elle est aiguë, elle est déchirante, angoisse, dyspnée. Donc, on aura parfois la perte de la conscience et elle devient supportable et permanente avec la diminution de cette douleur. Pour l'épanchement pleural liquidien, donc on aura soit de type euh, la pleurésie sérofibrineuse, ou bien on aura la plutôt la pleurésie purulente, ou bien l'hémothorax. Bien sûr, type de la douleur au niveau de la pleurésie sérofibrineuse, c'est tout simplement, elle est modérée, et les autres sont dites des douleurs de type variable. Bien sûr, le début il est progressif lorsque c'est la pleurésie sérofibrineuse et elle est brutale dans les autres cas, sauf dans l'hémothorax, elle est dite post-traumatique, donc après une chirurgie, etc. Les signes accompagnateurs, donc c'est la fibricule lors de la pleurésie sérofibrineuse, euh, voilà, la fébricule, bien on dit la fièvre modérée, la fièvre élevée, bien sûr, avec altération de l'état général du patient lors de la purulente et lors de l'hémithorax, donc c'est une pâleur parce que tout simplement la vascularisation des différents organes est mal, parce que tout simplement on aura une perte de sang, bien sûr on aura des chutes, des signes de choc, par exemple le pouls euh, qui est rapide parce que la tension artérielle elle est effondrée, elle est diminuée, elle est chutée, voilà, et bien sûr le pouls il est rapide et effondré. Ne vous inquiétez pas, je vais répéter. Et voilà, les différents épanchements. Donc, je récapitule. Donc, lorsque la douleur elle est d'origine pleurale, donc le patient vous dit que la douleur est au niveau de la base du thorax. On aura deux types, soit épanchement. Donc, le terme épanchement veut dire tout simplement c'est l'accumulation d'un liquide ou bien d'un air au niveau d'un espace ou au niveau d'un lieu qui normalement, qui ne comporte pas ce type de liquide ou bien de ce type d'air. Donc on aura l'épanchement pleural aérien, c'est le pneumothorax, et l'épanchement pleural liquidien, c'est tout simplement, on aura trois types, soit d'un liquide inflammatoire, soit un liquide purulent, soit un liquide sanglant. Bien sûr, comment on peut savoir ce type de liquide? Donc on fait une ponction, bien sûr, et on peut savoir ce type de liquide. Donc le liquide inflammatoire, on l'appelle, c'est l'exudat, donc il est appelé exudat. Le liquide purulent, c'est tout simplement, il provoque une pleurésie purulente, et l'épanchement, bien sûr, sanglant, c'est tout simplement l'hémothorax. Donc on a défini le pneumothorax, on a dit c'est une éruption brutale de l'air au niveau de l'espace pleural qui est normalement virtuel. Bien sûr, après la rupture de la plèvre viscérale. Donc la douleur, elle est déchirante, elle provoque des angoisses et dyspnées. Donc on aura parfois la perte de la conscience et cette douleur, elle devient supportable et permanente. Bien sûr, l'épanchement pleural, on aura trois types, la sérofibrineuse, la purulente et l'hémothorax. Bien sûr, pour la sérofibrineuse, elle est modérée, contrairement aux autres qui sont variables. Le début, elle est progressif à la sérofibrineuse, contrairement aux autres. Bien sûr, l'hémothorax, elle est post-traumatique. Bien sûr, les signes accompagnateurs, c'est fibricule dans la sérofibrineuse, la fièvre élevée et l'altération de l'état général
pour la purulente, et la pâleur et les signes de choc, c'est l'hypotension artérielle et le pouls devient rapide et filant. Maintenant, on va parler de la douleur de type parenchymateuse. C'est tout simplement la PFLA, c'est la pneumonie franche lobaire aiguë. Donc, la pneumonie franche lobaire aiguë. Donc, le début, il est brutal. Donc, brutal. Le siège, c'est sous-mamelonnaire. La durée, à peu près 48 heures. Les signes accompagnateurs, c'est tout simplement la fièvre, elle est élevée. La toux, l'expectoration, donc on dit le patient va présenter les crachats rouillés de Laennec. Les crachats rouillés de Laennec. Je répète, pour la douleur d'origine parenchymateuse, on aura la PFLA, c'est la pneumonie franche lobaire aiguë. Donc le début, il est brutal, comme les dernières causes, causes de la pleurésie, plutôt de l'épanchement pleural liquidien. Le siège, il est sous-mamelonnaire. La durée, elle est à peu près 48 heures. Les signes accompagnateurs, c'est la fièvre élevée et la toux, l'expectoration. Donc, l'expectoration, son caractéristique, c'est les crachats rouillés de Laennec. On va parler maintenant de l'embolie pulmonaire. Eh bien, l'embolie pulmonaire, comme définition, c'est dû à la migration d'un embole, le plus souvent caillot sanguin dans une artère pulmonaire ou l'une de ses branches. Elle peut être suivie au bout de 24 heures jusqu'à 36 heures d'un infarctus pulmonaire, bien sûr. Voilà l'image explicative de, tout euh, de l'embolie pulmonaire. Voilà, donc c'est un schéma explicatif. Donc voilà, on voit au début, donc un caillot se forme dans la veine, donc un caillot au niveau de la veine se détache et voyage vers le cœur, puis le caillot passe dans l'artère pulmonaire, ou bien une branche, ou bien une de ces branches, bien on aura tout simplement l'embolie, donc l'apparition d'une embolie pulmonaire, donc bien sûr le tissu pulmonaire du sang, donc on aura une infarctus au niveau des poumons. Voilà, on va parler maintenant, on continue avec l'embolie pulmonaire. Donc l'embolie pulmonaire, on a défini déjà, je répète, c'est la migration d'un embole au niveau de l'artère pulmonaire. Donc c'est le caillot sanguin, bien sûr, c'est la présence du caillot sanguin, donc l'artère pulmonaire ou bien un de ses branches. Donc ils peuvent s'accompagner d'un infarctus pulmonaire à peu près de 24 heures à 36 heures euh, après l'apparition de l'embolie. Bien sûr, pour le contexte étiologique, c'est les sujets opérés récents, la femme accouchée, la femme allaitée et même euh, lors d'une thrombose veineuse profonde, parce que tout simplement la thrombose veineuse profonde va provoquer bien sûr ce type d'embolie pulmonaire ou bien la phlébite. Donc lors de la phlébite des membres inférieurs, c'est tout simplement on aura l'apparition d'une embolie pulmonaire. Bien sûr, pour les signes accompagnateurs, on aura des dyspnées de type polypnée par exemple, une orthopnée, donc le patient vous dit que je ne peux pas dormir dans la position en décubitus allongée, donc il va faire plusieurs coussins. Donc la douleur elle est parasternale ou bien elle est basée thoracique, donc de type pointe côté. On a défini ça déjà dans la définition des douleurs de type dans la douleur thoracique, voilà. Et bien sûr, elle est de type brutal, intensité variable et souvent elle est vivante. Et bien sûr, l'irradiation en demi-ceinture, la fréquence respiratoire va augmenter, la fréquence cardiaque va augmenter, donc le pouls va augmenter encore. Donc parfois, le patient va présenter des signes d'une insuffisance ventriculaire droite aiguë. Bien sûr, il peut présenter de la toux, de l'expectoration hémoptylique, c'est le crachat hémoptylique de Laennec, et bien sûr la fièvre. Donc on aura une ascension thermique et l'angoisse. L'examen pleuropulmonaire, attention, il est normal. Donc l'examen pleuropulmonaire, il est normal. Bien sûr, vous demandez
les examens, bien sûr, de confirmation, bien de certitude, c'est l'angioscanner ou bien euh, la scintigraphie pulmonaire. Allez, je récapitule pour l'embolie pulmonaire. Donc, on a dit qu'il est dû à la migration d'un embole le plus s'ouvre le caillot sanguin dans une artère pulmonaire ou bien l'une de ses branches. Il peut s'accompagner d'un infarctus pulmonaire lors de, de- de 24 heures jusqu'à 36 heures de l'apparition de cette embolie. On a dit que les circonstances d'apparition, c'est le sujet opéré récemment, surtout la chirurgie du bassin et l'orthopédique, etc. La femme accouchée et la femme alitée, et même lors d'une thrombose veineuse profonde et la phlébite. Bien sûr, les signes accompagnateurs, c'est tout simplement la polypnée, l'orthopnée, la douleur, elle est siège au niveau parasternal, basithoracique, elle est de type brutal, intensité variable, souvent vif, l'irradiation demi-ceinture, la fréquence et la fréquence cardiaque et respiratoire sont augmentées, même on aura l'augmentation de la fièvre, donc on aura l'augmentation de la, de la température corporelle, donc l'apparition d'une fièvre. Bien sûr, elle est accompagnée d'une toux et expectoration hémoptoïque, c'est le crachat hémoptoïque de la et même les signes, on peut voir les signes d'une insuffisance ventriculaire droite aiguë. Voilà. Bien sûr, pour le diagnostic de confirmation, on demande l'angioscanner et la scintigraphie. Bien sûr, l'examen pleuropulmonaire, il est normal. Et pour les examens biologiques, on demande tout simplement l'NFS ou bien l'FNS et le D-dimer. Et même, on aura l'examen morphologique, c'est le T, le thorax et le CG.